Et dans Vos animaux et vous, on va parler ce matin de ces chiens qui sont véritablement les patrons à la maison. C'est vrai qu'on les adore, mais lorsque leurs comportements deviennent déviants, ça peut être un problème pour l'ensemble de la famille. Bonjour Chloé Fesch. Bonjour. Merci beaucoup Chloé, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Chloé, on vous connaît bien dans cette émission, vous êtes éducatrice canine, vous intervenez dans la France entière avec vos équipes pour justement aider les maîtres qui ont des difficultés de comportement avec leurs chiens. Est-ce fréquent ces troubles du comportement qui au final sont un souci au quotidien dans la vie des maîtres ? Oui. Nous, c'est un petit peu le corps de notre métier. La plupart du temps, les maîtres viennent parce que justement, ça ne se passe pas bien. Ils n'arrivent pas à comprendre leur animal et à trouver des solutions pour que ça se passe mieux. Donc c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, oui. Est-ce qu'il y a toujours une solution à leur proposer ? Alors oui, il y a toujours une solution. Ensuite, la question, c'est est-ce que cette solution, on va pouvoir la mettre en place et ça va être accessible. Mais oui, à tout problème, il y a une solution. Parce qu'on le sait, parfois des gens sont contraints ou se sentent contraints d'abandonner leur animal parce que justement, ils ne trouvent pas de solution. Peut-être est-il important de rappeler, Chloé, en préambule, que finalement, il est important d'éduquer son animal dès qu'on en fait l'acquisition, qu'il soit adopté dans une association ou que ce soit un animal acheté. Oui, c'est très important. Et même avant ça, le choix du chien, le choix de l'individu qu'on va adopter est vraiment essentiel parce que l'une des pires choses qui peut arriver, j'ai envie de dire, c'est l'incompatibilité maître-chien. Quand on a un chien qui a des besoins et que ces besoins-là, on ne peut pas y répondre parce que on ne peut pas pour des raisons personnelles ou physiques ou quoi que ce soit, ça devient vite très compliqué. Donc le choix du chien, trouver le chien qui est le plus adapté à nous, à nos attentes, à notre mode de vie, c'est déjà une des clés importantes. Et après, bien sûr, l'éduquer, apprendre à comprendre comment il fonctionne, etc. C'est également le deuxième levier essentiel. C'est bien de rappeler effectivement tout cela. Il ne faut pas se laisser emporter par un coup de cœur qui ne serait pas vraiment une action réfléchie parce qu'on s'engage pour une bonne dizaine d'années, en tout cas quand on prend un animal de compagnie, et ne pas non plus se laisser embarquer par des effets de mode. Il y a des races que l'on sait particulièrement à la mode, notamment chez les chiens. Je pense au berger australien, qui est un chien absolument magnifique, qui fait craquer, mais qui n'est pas forcément compatible avec tous les modes de vie. Tout à fait, 100% d'accord. Alors, on va donner la parole à une première auditrice qui a composé le numéro du standard de Sud Radio, le 0826 300 300. C'est Adèle. Bonjour Adèle. Oui, bonjour, merci de m'accueillir et de m'aider parce que c'est vrai que... Chez vous aussi, le chien est le patron à la maison, Adèle ? Alors, il est avec les humains, ça va. Il n'y a pas de souci. Ce chien a 7 ans, donc je l'ai eu tout petit bébé à 2 mois. Oui. Bon, c'est vrai que j'étais derrière un divorce, donc c'était vraiment mon petit bébé, mon câlin, mon machin, enfin bon, tout ce que bien vous voulez. Bien sûr, on voit bien. Comment s'appelle-t-il ? Jag, J-A-G. Jag. D'accord, Jag. Et très vite, je l'ai justement emmené dans un centre justement pour qu'il soit avec d'autres chiens. Vous savez, vous vous promenez, on est en laisse, on leur demande l'obéissance, enfin voilà. Un centre d'éducation. Voilà, de l'éducation. Et donc, c'est à ce moment-là que par 2 fois, mon chien s'est fait mordre par deux petits chiots, enfin à 2 mois ou 3 mois d'intervalle, il s'est fait mordre. D'accord. Et lui-même était chiot, si j'ai bien compris. Il avait quasi 1 an. D'accord. Il avait quasi 1 an, voilà. Et bon, point, c'est tout. Après, les choses vont bien. J'emmène mon chien partout. Je suis près d'une plage, il va nager. Enfin bon, bref, une vie idyllique avec mon chien et tout. Et un soir, donc il a à ce moment-là 3 ans, j'ouvre mon portail et je vois le chien sortir comme une bombe et se jeter sur un petit chien. Aïe. Alors, bien sûr, la maîtresse, enfin bon, tout un tas de problèmes. Bah oui, forcément. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Sauf que c'était pas un chien, c'est un berger allemand, ça obéit. Enfin, je veux dire, il m'a jamais fait de ce genre de choses. Et puis ma vie a changé, j'ai eu des travaux, il s'est retrouvé dans une habitation sans son jardin. Enfin, il y a eu beaucoup de modifications dans sa vie aussi, puisqu'il m'a fait aussi une maladie de peau. Qui s'est guérie maintenant que je suis revenue chez moi. Une maladie de peau qui est selon vous un problème de stress, lié au changement de vie ?
Non, oui et non, parce que au bout d'un moment, au bout de 4 ou 5 visites de veto et de changement de veto, j'ai fini par savoir que c'était une bactérie interne qui provoquait ces envies de se gratter. Il se grattait au sang et s'arrachait la peau. C'était très, très dramatique. Avec des antibiotiques, j'ai réussi au bout d'un moment à le soigner, mais ça revenait. Et là, depuis, ça fait 1 an que je suis revenue chez moi. Oui. Et l'autre fois, j'ai vu des petits boutons, j'ai dit oh là là, ça recommence. Oui. Et puis de lui-même, ça s'est soigné, il s'est pas gratté. Donc je pense que l'équilibre, il a retrouvé un certain équilibre dans la maison. Donc voilà. Mais a-t-il, alors puisque aujourd'hui on parle justement des problèmes de comportement, a-t-il à d'autres reprises agressé d'autres chiens ou c'était une exception? Non. Une autre fois, il était en longe et il a été surpris par un petit chien. Il est parti comme une bombe. Il m'a refait la même chose. Au jour d'aujourd'hui... Toujours des petits chiens, en fait. Ah oui, c'est toujours des petits chiens. Là, moi, je suis dans un jardin. Il a des petits endroits où il peut voir ce qui se passe. S'il voit des petits chiens, il aboie énormément, il se hérisse, il est pas bien, il est pas bien. Et les gros? Oui, il fait 45 kilos. Non, je veux dire, et les gros chiens, est-ce qu'il réagit quand il voit un gros chien ou est-ce qu'il fait un focus sur les petits? Sur les gros chiens, si le gros chien ne dit rien, il les ignore. D'accord. Si le gros chien a la moindre agressivité, par exemple un chien derrière un portail ou un machin comme ça, là, ça part en cacahuète. D'accord. Voilà. Donc, au fil du temps, j'ai fini par arrêter de le promener parce que je me suis retrouvé 2 fois à plat ventre par terre. Et oui, c'est sûr que s'il fait 45 kilos... voilà. Il faut... Et puis j'ai eu peur. Moi, maintenant, j'ai eu peur. Voilà. Donc, il faut vraiment le tenir sur ses 2 pattes arrière. Et là, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai un petit jeune que je paye régulièrement et qui vient me faire des balades à mon toutounet. D'accord. Ça se passe très bien. Mais bon, c'était pas la vie que c'est pas comme ça que vous imaginiez les choses. Ah bah non. Alors, non. On va demander on va demander l'avis de Chloé qui était éducatrice canine. Chloé, qu'est-ce que l'on peut dire à Adèle par rapport au comportement de Jacques? Alors déjà, ce qui est assez décrit et assez intéressant et qui peut faire écho d'ailleurs aux auditeurs, c'est d'éviter absolument de rentrer dans un cercle vicieux. En fait, qui serait que voilà, j'ai un souci avec mon chien. Je vais chercher à éviter ce problème. Donc là, la conséquence très souvent, c'est je vais moins le sortir, je vais moins être confrontée à cet environnement. Et alors en fait, d'un côté, c'est une bonne chose parce qu'à chaque fois que le chien est confronté à cette situation où il va être agressif, entre guillemets, où il va réagir aux autres chiens, on va estimer qu'à chaque fois, ce comportement va se renforcer. Donc, il va être de plus en plus visible et que ça va vraiment s'augmenter. Donc, ça, c'est bien. Par contre, il ne faut pas rentrer dans l'extrême qui est il ne va plus rencontrer d'autres chiens. Parce que là, on rentre dans un lieu où l'effet va être le même, c'est-à-dire que ça va être aussi de pire en pire parce qu'il va en manquer de ces stimulations. Oui. Donc, la solution, en fait, elle va résider dans le fait, quand on a un chien, d'ailleurs, de façon générale, de régulièrement le socialiser. Donc, régulièrement, on doit pouvoir l'amener à être en contact en liberté avec d'autres chiens. Et ça, des fois, c'est délicat parce qu'on ne sait pas comment faire, on n'a pas forcément les chiens, etc. Oui, puis on a peur que ça se passe mal, en fait. Et voilà. Et tous les chiens ne sont pas faits pour s'entendre, c'est-à-dire que les chiens ont un certain niveau de compréhension aux autres en fonction de leur socialisation, c'est plus ou moins évolué. Et le maître aussi a une connaissance à avoir sur son chien, savoir s'il est OK, s'il n'est pas OK. Et ça, des fois, on ne le sait pas, donc on fait des erreurs. Donc l'idéal, c'est vraiment, quand on doit mettre 2 chiens ensemble, si on veut être sûr que ça se passe bien, dans la mesure du possible, c'est vraiment liberté, plutôt des sexes opposés, mâle-femelle, le même gabarit et en mouvement. C'est-à-dire, on ne met pas de jeu autour, on ne met pas de nourriture. Et dans un endroit sécurisé, évidemment. Exactement. Et ça, voilà, c'est vraiment un peu le protocole de base. Maintenant, si on a un souci, c'est-à-dire si notre chien il réagit aux autres chiens difficilement, il faut vraiment essayer de revenir sur cette socialisation. Moi, j'ai tendance à dire que le langage canin, c'est comme quand nous, on parle une langue étrangère. Plus on pratique, plus on est doué. Et votre chien, c'est un peu pareil. Donc là, il faut casser la vapeur. L'idéal, ce serait de faire appel à un éducateur qui va déjà reprendre toutes les bases éducatives de votre chien avec vous pour que ce soit plus facile de les gérer et que vous ayez vraiment une relation, une connexion, même dans les moments où visuellement il y a un chien en face, même si ce chien en face réagirait, par exemple. Donc là, déjà, que vous fassiez plus de drapeaux, que vous retrouviez un contrôle et du coup une confiance dans la situation. Ça, c'est vraiment la première étape urgente. C'est avec les bases éducatives qu'on arrive à ramener cette entente maître-chien dans toutes les situations, au moins on laisse.
Après, le second travail, ce sera en effet de mettre en place des protocoles de rencontre entre chiens, mais avec vraiment quelque chose d'adapté. Donc, au début, ça va pas être avec des petits chiens qui vont aboyer comme des fifous. On va plutôt, vraiment réfléchir à une entente qui se passera bien. On peut sécuriser au maximum la rencontre quand vous faites appel à un éducateur. Normalement, ça, il est censé le faire. Et petit à petit, vous allez réapprendre justement à communiquer avec votre chien, à comprendre quand c'est OK, à comprendre quand ça l'est pas. Et surtout, quand ça ne sera pas OK, vous ne pourrez pas le lâcher avec ce chien-là. Vous allez réussir quand même à avoir un contrôle éducatif sur lui. Et il le vivra bien, il faut que ce soit positif. Donc c'est vraiment cette solution qu'il va falloir trouver. C'est le mieux vu qu'il y a quand même beaucoup d'étapes et que c'est quelque chose qui se travaille sur plusieurs. On ne peut pas le faire tout seul en gros, si je comprends ce que vous dites Chloé. Il faut que Adèle se fasse aider par un professionnel, quelqu'un de sérieux, hein, attention parce que il y a aussi beaucoup de gens pas très sérieux dans ce domaine, il faut le dire. Faut bien choisir. Faut bien choisir pour éviter les erreurs qui aggraveraient la situation. Oui, et moi je le recommande vraiment de faire appel à quelqu'un parce qu'il y a aussi un élément qui est tout à fait humain, c'est le stress. Et donc on va anticiper ces situations, on va stresser. Et en fait tout ça, le chien va le ressentir. Pour le coup, j'ai un berger allemand aussi, je sais que c'est très focus sur si je suis irritée, elle le ressent, si je suis calme, elle le ressent. Et ça, l'émotion, malheureusement, c'est difficile à contrôler. Bien sûr. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui nous aide, c'est quand même hyper rassurant pour l'humain et ça a un impact aussi sur la solution. Donc c'est des fois plus subtil que juste une technique. Le fait d'avoir quelqu'un, c'est aussi quelque chose qui émotionnellement va aider et va contribuer à la solution. Voilà Adèle, essayez de mettre en application les préconisations expliquées par Chloé parce que vous allez voir, vous allez être surprise par la compréhension de votre chien avec les informations qu'on va lui donner et les progrès qu'il va réaliser. Merci de votre appel Adèle. Oui, j'aurais aimé vous dire quelque chose. Je vous en prie rapidement parce qu'on a Richard aussi qui souhaite prendre la parole. Que j'ai fait appel déjà à 3 comportementalistes. Oui. Les 2 premiers n'ont fait que des sottises et le 3e est bien, mais il ne veut pas prendre mon chien. Donc je suis à la recherche justement de gens comme ça et je ne sais pas où les trouver. Alors écoutez, elle ne va pas oser le faire, mais moi je me permets de le faire. Vous pouvez vous rendre sur le site de Chloé Fesch et vous verrez, elle travaille dans la France entière où elle vous conseillera. Son site s'appelle Cani d'Élite. Cani d'Élite. Voilà, c'était le petit conseil du jour. Merci Natacha. Merci à vous Adèle. Allez, on va maintenant donner la parole à Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Alors Richard, j'ai cru comprendre que vous aviez 3 bergers australiens. Tout à fait. Racontez-nous ce qui se passe chez vous. Alors, j'ai donc 3 bergers australiens, un mâle de femelle, donc qui sont adorables, super gentils, tout ça. Quand je reçois quand on pouvait recevoir du monde, on va dire, parce que ça remonte un petit peu de temps. Oui, on peut encore recevoir, faut pas être plus de 6, on a bien compris la règle. Oui. Et donc, par exemple, les gens, juste en se garant devant la maison, on savait que les gens arrivaient parce que mes chiens, on voyait leur activité était un peu plus, comme s'ils étaient un petit peu énervés. D'accord. Et commençaient un petit peu à aboyer quand les gens arrivaient dans la maison. D'accord. Et tant que les invités viennent pas voir les chiens pour leur dire bonjour, les chiens, j'arrive pas à les tenir, ils n'arrêtent pas d'aboyer, ils sont très énervés, et nous, on veut nous dire bonjour. Alors, moi, ils sont accueillants, mais trop, en fait. Un peu trop. Alors moi, j'ai la chance, juste un coup de regard, mais mes chiens, ils ont tendance à se calmer, mais quand c'est mes enfants ou ma femme, il faut un peu hausser le ton pour qu'ils se calment. Voilà. Okay. Alors Chloé, comment faire avec des chiens accueillants? En plus, ils sont 3, donc ils doivent bien s'exciter les uns les autres. Exactement. Alors ça, c'est vraiment le premier point que j'allais soulever, c'est que c'est forcément beaucoup plus compliqué quand on en a 3 que quand on n'en a qu'un seul, parce qu'il y a un effet de groupe, c'est un peu comme les enfants, ils sont plus facilement influençables à 3 qu'en solo. Donc c'est pas du tout impossible, mais voilà, il y a cette particularité qui fait que dans l'idéal, il faudrait déjà les travailler un par un, et puis ensuite par 2 et ensuite par 3, pour que vraiment les choses soient bien établies. Et dans ce genre de problème, moi la solution que je recommande, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce que je voudrais que mon chien fasse à la place. En fait, très souvent, on se focalise sur ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. On ne veut pas qu'il aboie, on ne veut pas qu'il s'excite. Mais au final, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Moi, par exemple, donc j'ai 2 chiens à titre personnel. Mes chiens, j'ai établi un protocole. Quand quelqu'un arrive à la maison, le protocole, c'est d'aller dans leur panier. Et en fait, ils sont renforcés dans leur panier. Donc, au début, c'était vraiment sans que personne arrive. Alors, il faut expliquer ce que veut dire renforcer, je pense, oui, Chloé. Tout à fait. Alors, renforcer, c'est vraiment d'amener quelque chose que le chien va apprécier. Et finalement, il va se dire, tiens, à chaque fois que je fais ça,
j'ai ce truc que j'apprécie, donc ça va m'amener à le faire encore plus. C'est un peu comme pour nous, si je vous dis à chaque fois que vous me touchez l'épaule droite, je vous donne un billet de 500 €, bah vous allez avoir tendance à... je vais vous renforcer sur le fait de toucher mon épaule droite. Voilà. C'est un très bon exemple. Là, je crois que tout le monde a compris. Voilà, c'est exactement ça. L'avantage, c'est que sur le chien, on n'est pas obligé de payer un coût de billet de 500 €. Donc, on peut utiliser d'autres renforçateurs, ça s'appelle comme ça. Donc, ça peut être des friandises, ça peut être des jouets. Ça dépend de ce que son chien aime. Ça coûte moins cher. Souvent, ça va me coûter moins cher. Oui. Exactement. Donc, l'avantage, souvent, c'est d'utiliser des friandises. Et moi, dans ce cas-là, un conseil très pratique, c'est, alors je ne sais pas comment c'est disposé, comment c'est aménagé, s'ils sont dans le jardin, s'ils sont dans la maison. Ils sont dans le jardin, Ils sont dans le jardin, donc ils ont accès directement aux gens, ils vont tourner autour d'eux, ou ils sont dans une partie qui est pas clôturée. Non, ils sont, si vous voulez, j'ai la partie arrière de la maison qui est clôturée, donc ils sont à l'arrière. Mais bon, quand les gens ils rentrent dans le salon ou quand on va manger dehors en compagnie des chiens, là, ils s'agglutinent soit vers la fenêtre ou soit vers les gens, quoi. D'accord. Donc il y a un petit côté frustration parce qu'ils n'ont pas accès à ça et du coup ça les frustre. Aussi, ouais. Donc l'idéal ce serait vraiment de prévoir un pot, mais alors de friandises, mais très 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 appétantes. On va vraiment miser sur le haut du panier en termes de qualité. Donc des choses un peu humides, qui ont beaucoup d'odeur, voire même qu'on va mettre dans un tupperware, ce qui fait que l'odeur va être bien concentrée. Et quand les gens vont arriver, on va ouvrir cette boîte magique avec vraiment l'odeur qui va exploser. On va imaginer comme un champignon d'odeur au-dessus qui va faire le chien va se dire qu'est-ce que c'est là, la cantine a l'air intéressante. Et ça, on va le jeter dans le jardin, on va l'éparpiller dans le jardin. En fait, on va les forcer à rentrer en olfaction, donc à se mettre à renifler pour chercher la nourriture. Ça va avoir un effet très important parce que quand un chien va se mettre à renifler comme ça, physiologiquement, il va se calmer un petit peu, son rythme cardiaque va baisser un petit peu, donc c'est très intéressant. Et puis c'est surtout qu'en termes éducatifs, il va se dire, ok, il y a quelqu'un, mais en fait, il y a surtout la super bouffe que j'ai que à ce moment-là, et puis limite, je préfère ça. Ouais, c'est ça, c'est plus intéressant que les invités qui arrivent, on a bien compris. Et voilà. En fait, les invités, ça va valoir peut-être 100 € d'un point de vue canin, mais alors le tupperware plein de nourriture qu'il aura qu'à ce moment-là, c'est le million d'euros, quoi. Donc il va vraiment se défrustrer pour partir sur ça. Bon, Richard, et donc il faut que j'en jette 3 dans le jardin, quoi, en fin de compte. Alors l'idéal, c'est au début, on va vraiment amener vraiment beaucoup de quantité. Donc on va prendre une bonne poignée, puis on va en dispatcher bien partout pour que le chien aussi se dise pas, j'ai mangé mes 3 croquettes, puis je retourne aboyer. Il faut vraiment que ça devienne quelque chose d'assez intéressant. Et il faut que ce soit systématique, hein, j'imagine bien. Voilà, mais ça c'est un peu en urgence. Après, en parallèle, on va réfléchir à vraiment une indication, donc quelque chose qu'on va apprendre au chien, comme aller au panier ou comme faire n'importe quoi d'autre. Et ce sera ça qu'on demandera au chien à ce moment-là. Mais il faut qu'on l'apprenne. On ne peut pas juste se dire, si on n'a pas appris au chien, par exemple, à arrêter d'aboyer dans un protocole de travail, il comprend juste qu'on n'est pas content, qu'il faut peut-être arrêter, mais c'est pas bien clair. Donc tout doit bien être programmé avant. Et disons que voilà, le truc des friandises, ça va être c'est très facile à mettre en place, on ne prend pas de risque et on éteint le comportement assez facilement quand on fait ça. On ne lui apprend pas grand-chose, mais on est vraiment en train de changer son émotion et ça, c'est déjà bien. Et après, on peut passer à l'éducation. Merci Richard, vous mettez ça en application et puis vous nous rappelez dans quelques semaines pour nous raconter comment ça s'est passé. Ok. Je compte sur vous. Merci à vous. Excellent week-end, Richard. Au revoir. On va marquer une courte pause. Chloé, vous restez avec nous car nous avons Élodie qui a à nouveau une question à vous poser. Ce sujet des chiens, les patrons à la maison, fait vraiment débat aujourd'hui sur Sud Radio. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Et c'est un plaisir de vous accompagner chaque samedi matin pendant 1 heure pour parler de nos animaux de compagnie et de faune sauvage. Dans quelques instants, vous découvrirez une association française qui se bat pour offrir un nouvel avenir beaucoup plus gai, beaucoup plus libre à 4 tigres. On vous racontera tout ça. Mais tout de suite, il est question de nos chiens, ces chiens qui sont le patron à la maison. Pour nous aiguiller, pour nous donner des conseils très pratiques, j'ai le plaisir d'être en compagnie aujourd'hui de Chloé Fesch, éducatrice canine. Et nous allons donner la parole à Élodie qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Élodie. Bonjour. Élodie, vous avez, je crois, 2 chiens à la maison. Racontez-nous le problème. C'est ça. Alors, j'ai un dogo croisé boxer qui a 1 an et 5 mois. Oui. Et j'ai un Jack Russell qui va avoir 8 ans. D'accord. Et en fait, mon Jack Russell a une seule habitude depuis qu'il est tout petit. Et j'ai déjà essayé beaucoup de choses pour le faire c'est ça. C'est qu'en fait, dès qu'on croise un chien qui apparaît dans son champ de vision, il aboie, mais non-stop. D'accord. Donc
si une personne est là et il reste à discuter avec quelqu'un d'autre pendant 10 minutes et que la route est très longue, on va dire, pendant 10 minutes, il va aboyer. Donc, du coup, il est en train de faire que le plus jeune est en train de le recopier. D'accord. Donc, double problème de comportement, celui du Jack Russell qui aboie sur les autres chiens et finalement son copain boxer. Comment s'appellent vos deux chiens, Élodie ? Alors, il y a Iron et Booba. Iron et Booba. Okay. Et Booba, j'imagine que c'est le boxer. Non, c'est le Jack Russell. C'est le Jack Russell, bon. Alors, Iron et Booba, donc en gros, s'excitent l'un l'autre. Chloé, qu'est-ce que l'on peut... D'abord, comment vous analysez ces comportements et qu'est-ce que l'on peut conseiller à Élodie ? Ouais, alors c'est un comportement qui est assez courant, j'ai envie de dire, au niveau des chiens. Déjà, on va plutôt se concentrer sur le Jack Russell parce que si on arrive à faire passer ce comportement, l'autre en fait va tout simplement aussi diminuer ce comportement. Donc, faut pas trop tarder parce que c'est vrai qu'il faudrait pas que ça s'installe chez le deuxième chien, sinon faudra faire exactement la même chose pour le deuxième chien. Déjà, ce que je recommanderais, je sais pas si c'est le cas, mais je pense que ça ne l'est pas, c'est que quand le chien est en aboiement, j'imagine qu'il est en tension sur sa laisse, ou la laisse est complètement détendue, il est statique et il aboie. Non, la laisse est détendue, il est statique et il déjà. D'accord. Par contre, il a tendance, si l'autre personne se rapproche, là, il va comme charger, quoi. Il va tirer comme un fou sur sa laisse. D'accord. Ok. Donc, moi, il y a vraiment souvent le fait que la laisse soit un petit peu en tension qui amène le chien à être dans la frustration et puis il va se mettre à aboyer. Si vraiment il reste immobile et qu'il aboie, ça peut être aussi qu'il a... Alors, en fait, il faudrait vraiment comprendre pourquoi il aboie. Est-ce que ça l'inquiète un petit peu et puis il veut pas que les gens s'approchent, il a compris qu'en ayant ce comportement, finalement, on le laissait tranquille. Donc, si c'est ça, il faudrait vraiment travailler sur la socialisation, lui montrer qu'en fait, ce qui l'inquiète est plutôt un élément positif, au final, plutôt cool. C'est quand même assez fréquent chez les Jack Russell, Chloé, ce type de comportement. C'est des chiens qui vocalisent assez vite quand il se passe quelque chose, donc c'est vrai que ça devient vite quelque chose qu'on observe très souvent. Donc, il faudrait vraiment comprendre d'où vient l'aboiement. Est-ce que c'est parce qu'il est en stress et qu'il ne veut pas que Alors, c'est sur les humains ou c'est sur les autres chiens qu'il aboie juste ? Sur les autres chiens. Sur les autres chiens. Sur les humains, il n'y a pas de problème ? Non, en règle générale, non. D'accord. Après, il ne laisse pas approcher, mais... Enfin, dans le sens où il est quand même créatif, mais il n'aboiera pas forcément sur quelqu'un qui passe à côté de lui, quoi. Ok, je comprends. Ok. Donc là, il va vraiment falloir travailler sur cette socialisation, c'est-à-dire sur le fait qu'ils soient un peu craintifs, parce qu'en fait, le problème vient de là. C'est-à-dire qu'il a une émotion, il n'est pas à l'aise, et sa façon de le gérer depuis X années, c'est d'aboyer, c'est de réagir comme ça. Donc il faudrait lui donner une autre porte de sortie. Moi, il y a deux choses que je mettrais en place. La première, même si c'est pas forcément pratique au quotidien, mais ça fonctionne assez bien, c'est que quand le chien manifeste ça, qu'on lui montre qu'on met de la distance, donc on recule, on va littéralement reculer de ce qui l'inquiète, pour que vraiment il comprenne que, en fait, je suis pas à l'aise, mon maître l'a compris et il me met plus loin. Ce serait un peu comme, je sais pas si vous avez peur d'une araignée, vous allez chercher à mettre une distance avec cette araignée. Vous n'allez pas forcément vous rapprocher, puis si vous êtes à côté, vous ne serez pas super à l'aise. Donc, vraiment chercher à reculer. Et après, on peut même envisager d'apprendre au chien à vous dire clairement, là, ça ne va pas le faire, il faut que je recule. Donc, c'est un peu le principe c'est ce qu'on fait en medical training, par exemple, c'est un peu du consentement. C'est qu'on peut vraiment envisager d'apprendre au chien un comportement. Par exemple, moi, j'ai un de mes chiens chez qui il est appris quand je suis sur le terrain et qu'il a envie d'être tranquille, parce que les autres chiens, au bout d'un moment, l'irritent. Il va se mettre sur un tapis que j'ai déposé préalablement sur le terrain. Et quand il est sur ce tapis-là, c'est signal pour moi qu'il faut que je le rentre. Donc ça, c'est vraiment de l'éducation. Et ça donne au chien une autre solution pour dire c'est pas OK pour moi. Au lieu de j'aboie, et puis au final, je sais même plus pourquoi j'aboie. Et ça devient un réflexe et puis tout le monde se met à le faire. Mais là encore, on comprend bien, Chloé, que tout ça, ça peut pas se faire tout seul. Il faut être aidé par un professionnel pour éviter de renforcer les mauvais comportements. Oui, c'est ça. Et parce qu'il y a aussi le fait que quand c'est un comportement qui est là depuis longtemps, il faut imaginer que ça devient presque une habitude pour le chien, c'est sa façon de réagir maintenant. Donc il y a forcément un travail qui va prendre, encore une fois, ça se fait pas. Alors on aura des effets sur la première séance, on va déjà voir des choses, mais pour avoir quelque chose qui s'installe, il faut quand même un peu de temps. Et pour cette régularité, le mieux c'est d'être coaché. C'est un peu comme pour nous, si on veut faire du sport, si on a un coach qui vient et puis qui nous incite et puis qui nous dit le truc puis qui nous reprend, on va vraiment récupérer cette nouvelle chose comme étant une habitude. Alors que si on doit faire un peu tout seul, des fois c'est un peu compliqué.
Eh bien voilà, Élodie, essayez de trouver quelqu'un, un professionnel sérieux à côté de chez vous qui vous aide. Il n'y a pas forcément besoin de nombreuses séances, ça ne va pas forcément vous coûter très cher. C'est juste que ça va vous aider à mettre en place les bons comportements. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé le numéro de Sud Radio et très bon week-end à vous, Élodie. Chloé, merci également pour toutes ces explications extrêmement précises, complètes, imagées. On adore. Et vous pouvez retrouver, très chers auditeurs de Sud Radio, toutes les infos que vous souhaitez avoir sur le comportement des chiens et sur les éducateurs sur le site de Chloé Fesch, Cani d'Élite. Voilà, merci Chloé. Bon week-end à vous. Bon week-end.